Bernard de la Villardière, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la tradition de notre émission, c'est de commencer par une citation. Alors pour vous, j'ai choisi quelqu'un que vous évoquez d'ailleurs, je crois que c'est l'entame de votre livre, L'homme qui marche. C'est Henry David Thoreau, je le prononce correctement j'espère, qui est l'auteur de La désobéissance civile, de Walden et la vie dans les bois, et qui écrivait: La morale, ce n'est pas seulement être bon, mais aussi être bon à quelque chose. Qu'est-ce que vous évoque cette citation avec votre parcours? Je crois, moi je suis un peu existentialiste en fait, assez étonnamment. J'étais assez sartrien dans ma morale. C'est-à-dire je pense que on est ce que l'on devient en fait et voilà, l'existence précède l'essence. Donc il faut être évidemment proche de ses origines, être conscient de là où on vient et ce qui vous a fabriqué étant enfant. J'aime bien cette formule qui dit qu'un adulte est un enfant qui a des dettes et donc toute sa vie il répare ses dettes. Et en même temps, je suis un être libre et je ne peux pas me prévaloir de mes blessures d'enfance pour chuter, pour faire des bêtises, ou pour trouver voilà, des excuses à mes échecs. Et donc voilà, l'existence précède l'essence, c'est voilà, je suis très attaché à ça. En fait, cette morale sartrienne, je trouve qu'elle est bien parce que je déteste la théorie des circonstances atténuantes. On est toujours libre. Alors, pour certains, c'est plus difficile, mais c'est pas pour autant que ça amène des excuses à faire des bêtises, encore une fois. Alors vous le savez peut-être, Livre Noir a l'ambition de réaliser des documentaires. Donc vous êtes expert en la matière et nous pensions justement au sujet de l'immigration. J'avais une question pour vous. Est-ce que certains sujets peuvent encore être traités librement par les médias, ou est-ce qu'il y a une forme de censure ou d'autocensure d'ailleurs qui intervient malheureusement dans le monde médiatique actuel? De l'autocensure, oui, sans doute. Je l'ai vécu à travers les médias que j'ai pu fréquenter, au sein desquels j'ai travaillé. Autocensure journalistique beaucoup plus que censure imposée par le haut. Et il se trouve que dans Enquête exclusive que j'anime et que je produis en partie depuis plus de 15 ans, je n'ai jamais ressenti cette censure. Et j'ai souvent parlé d'immigration, dénoncé les mafias de l'immigration, mais j'ai aussi fait des documentaires qui montraient le drame vécu par ces milliers de migrants qui tentent de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Eldorado européen. Et sur ces questions d'immigration, je trouve qu'il y a le cœur et le cerveau. Et je dois dire que quand j'ai interviewé, à la fois au Maroc, mais dans des camps au sud de la Méditerranée, ces migrants qui mettent parfois des années, quittent leur pays, le Tchad, le Togo, la Centrafrique, pour essayer de rejoindre le continent européen, je trouvais qu'ils avaient une énergie incroyable et que souvent je me disais, mais quel dommage que finalement toute cette énergie soit gâchée. Et on ferait mieux pour certains d'entre eux de les accueillir. Moi, je suis plutôt favorable de la théorie de la méthode des quotas. C'est-à-dire que voilà, on devrait sélectionner les gens en fonction des besoins de notre économie, en fonction aussi de leur parcours, de leurs qualités humaines, de leur formation. Mais donc accueillir, mais moins accueillir pour mieux intégrer, mieux assimiler et pour encore une fois tendre la main à tous ces gens. Et je dis de cerveau parce que ce qui est humain en moi et ma morale voudrait qu'on les accueille tous. Et en même temps, il y a le citoyen qui sait que malheureusement, la raison d'État fait que, même vis-à-vis d'eux d'ailleurs, on ne peut pas accueillir tout le monde parce que ce serait mal les accueillir et leur rendre un bien mauvais service. D'autant qu'en fait, les migrants qui quittent ces pays, ce ne sont pas les plus pauvres. Souvent, ce sont des gens de classe moyenne basse, souvent des gens qui ont fait des études. Et donc, c'est aussi une perte pour leur pays. Donc moi, je serais partisan notamment qu'on augmente l'aide publique au développement de manière considérable. Je crois qu'en France aujourd'hui, c'est 0,4 ou 0,5% du PIB. Plusieurs présidents successifs, notamment Macron, avant lui Hollande, Sarkozy, ont fait la promesse d'atteindre 0,7, 0,8% du PIB pour aider ces pays, à condition évidemment que l'on vérifie et que l'on contrôle la manière dont ces sommes sont utilisées dans ces pays d'Afrique notamment. Mais c'est notre devoir de solidarité, c'est la meilleure manière pour nous de nous protéger aussi.
Voilà. Vous avez un souvenir justement particulièrement émouvant de vous parliez de mafia, de passeurs, voilà, de ces itinéraires de personnes ou de ces trafics, voilà, qu'est-ce qui vous a le plus marqué peut-être, dans ce domaine-là? Bah, ouais, j'en ai plein, notamment le récit, à Catane d'un policier italien qui avait rencontré et qui avait accueilli une embarcation avec à bord une famille égyptienne. Et il y avait une jeune fille au fond de la barque qui était morte. Et cet homme s'était rembarqué, je ne sais plus, je crois qu'il avait quitté la Libye. Et sa fille avait un problème de, comment on appelle ça, quand on a un excès de sucre dans le sang, Ah, de c'est diabète. diabétique. Oui, sa fille était diabétique, elle avait 16-17 ans, elle avait besoin de ses doses pour la traverser. Et les passeurs lui ont enlevé les médicaments au dernier moment. Il a supplié les passeurs de lui laisser ses médicaments, sinon sa fille risquait de mourir. Les types en avaient rien à foutre. Et lui ont supprimé les médicaments et sa fille est morte au cours de la traversée sous les yeux de son père. Et des récits de ce genre, oui, j'en ai recueilli beaucoup, oui, j'en ai recueilli beaucoup et enfin franchement c'est extrêmement douloureux et inhumain et voilà. Et souvent on a parlé de tout ça dans Enquête exclusive, bien évidemment. Je pense que c'est intéressant d'avoir toujours les deux points de vue et il faut pas ignorer la douleur, la souffrance de tous ces gens qui tentent de venir dans nos pays et comprendre quelles sont les raisons qui les poussent à venir dans nos pays. Et en même temps, voilà, la raison d'État fait qu'on ne peut pas les accueillir tous, mais je trouve qu'aujourd'hui, on se bat contre l'immigration avec les mains dans le dos. Et je pense que la meilleure manière de lutter contre l'immigration clandestine, ou en tout cas de la ralentir, c'est de faire en sorte que les pays qui reçoivent, D'origine, pardon. voilà, les pays d'origine soient un peu plus vertueux, qu'il n'y ait plus de corruption. Le nombre de gens j'ai connu un Malien qui avait quitté son pays parce qu'il était bloqué dans ses études. C'est-à-dire qu'on avait favorisé des fils de ministres, il y avait des quotas pour entrer à telle ou telle école, université, et voilà, et il était victime de ça, de cette discrimination. Donc il est venu en France, il a fait le choix de venir en France, notamment pour cette raison, pour pouvoir poursuivre ses études. Alors pour parler un peu actualité des médias, on parle beaucoup du rachat par Bolloré d'Europe 1. On parle beaucoup aussi de CNews qui occupe l'attention médiatique. On dit, regardez, c'est une chaîne affreusement à droite. Est-ce que pour vous, c'est normal qu'il y ait différents sons de cloche, justement, et différentes composantes dans la vie médiatique? Est-ce qu'il y a un équilibre aujourd'hui? Est-ce que la gauche est surreprésentée? Voilà, quel est votre regard sur cette actualité Alors, média? il y a beaucoup de questions dans votre question. Concernant Europe 1, il se trouve que j'ai travaillé à Europe 1 entre 96 et 98 avant de rejoindre M6. J'ai fait matinale à Europe 1, donc c'est une station à laquelle je suis très attaché parce que mes parents écoutaient Europe 1. Enfin, Europe 1, c'était la radio du grand reportage, la radio de la modernité aussi, avec des émissions phares, etc. Donc je suis désolé de constater que Europe 1 perd des auditeurs d'année en année. Je crois qu'ils ont divisé pratiquement par deux en moins de 10 ans leur audience. Enfin, donc c'est tragique. Il faut trouver un remède à ça. Voilà. Enfin, moi je ne suis pas de ceux qui stigmatisent ou qui considèrent que Bolloré c'est le mal absolu. C'est quelqu'un qui a beaucoup investi dans les médias. Il a redressé CNews de manière considérable. Alors, on dit que CNews est un média d'opinion. C'est assez marrant parce qu'il y a une partie de la gauche, et notamment des journalistes à gauche, plus ou moins militants, etc., qui considèrent qu'un média de gauche, c'est normal, et qu'un média de droite, c'est un média d'opinion. C'est assez fantastique, d'ailleurs. Mais moi, j'ai vécu ça tout au long de ma vie professionnelle. Parce que j'ai plutôt une étiquette de centre droit ou de droite, même si je l'ai jamais affiché. Et enfin là-dessus, je pourrais éventuellement m'expliquer avec vous sur ce qui qui a construit mes idées politiques. Mais c'est vrai que vraiment j'ai souffert de ça. C'est-à-dire que vous êtes journaliste de gauche, vous êtes juste journaliste. Vous êtes journaliste de droite, vous êtes journaliste de droite, quoi. Enfin c'est quand même invraisemblable. C'est incroyable. Il y a une espèce d'hémiplégie française, voilà. Enfin, être de gauche, c'est normal, et être de droite, voilà. Alors que moi, j'ai vécu je suis devenu journaliste dans les années 80. Quand même, l'Europe était encore divisée en deux par le rideau de fer. Il y avait le Parti communiste, ultra puissant, au pouvoir
en Union soviétique, l'invasion de l'Afghanistan, enfin voilà, des choses. Et moi, d'ailleurs, la première personne pour laquelle j'ai voté, ça renvoie d'ailleurs à Henry David Thoreau, c'est que c'était pour un candidat écologiste en 80, au premier tour de la présidentielle de 80, Brice Lalonde en l'occurrence. Ah oui, Brice Lalonde, ah oui, en effet. Brice Lalonde. Ouais. J'ai voté Brice Lalonde et j'ai appris d'ailleurs que l'autre jour que Brice Lalonde va continuer de militer, de travailler, et je vais avoir l'opportunité de déjeuner avec lui, ça me fait plaisir parce que je le connais pas. Et donc la première fois, je vais pouvoir voir Brice Lalonde. Votre premier vote, donc. Mon premier vote, absolument. J'ai été très écolo, même tiers-mondiste et même sensible aux théories du Club de Rome, l'arrêt de la croissance, etc. Enfin bon, je me suis aperçu qu'avec le temps que c'était une bêtise. Heureusement qu'il y a eu de la croissance économique. Heureusement, voilà, que le monde a progressé. Et donc je suis pas du tout un écolo fondamentaliste comme vous l'avez deviné. Alors justement, vous avez vécu une enfance internationale. Quels sont les lieux qui ont façonné un peu votre vision du monde, justement, dans vos parcours de jeunesse? Et qui ont façonné ma sensibilité d'enfant, mon approche de la vie, c'est l'Italie, parce que j'ai vécu à Gênes et que j'ai été nourri de cette atmosphère fin des années 60, début des années 70 en Italie, et notamment par les grands films italiens. On allait chaque dimanche, j'avais le droit d'aller au cinéma de la paroisse, il Cinema della Parrocchia si chiamava. Et j'allais voir les films italiens d'Ettore Scola, de Comencini, etc. Et nous nous sommes tant aimés. Pain et chocolat sont des films qui ont compté dans ma grammaire émotionnelle et dans ma manière de me positionner par rapport à certains sujets. Nous nous sommes tant aimés, c'est un film remarquable qui en dit tellement sur la vie d'homme, sur les compromissions, sur les trahisons, sur les déceptions. C'est un très beau film, qui dit beaucoup sur l'amour, sur l'engagement, sur le militantisme. Il y a une scène que j'adore, c'est celle sur le parking avec Vittorio Gassman, qui retrouve un ami de jeunesse. Ils ont milité à gauche tous les deux, etc. Et Vittorio Gassman, lui, est devenu un avocat brillant, richissime, au service d'un industriel dont il a épousé la fille. Voilà, donc lui, il a fait des compromis. Il a même été au-delà. Il a trahi ses idéaux d'origine. Et il sort du parking après avoir garé sa Ferrari ou sa Porsche, je sais plus quoi. Et il tombe sur cet ami d'enfance dont il comprend que lui, il est resté très attaché à ses idéaux de jeunesse. Il est professeur d'université, il gagne pas un rond, etc. Et cet ami de jeunesse croit que Gassman, il le voit en bras de chemise, jouant avec ses clés de voiture, et il croit qu'il est chauffeur du parking, qu'il est le gardien du parking. et Gassman n'ose pas lui avouer qu'en fait, non, c'est lui le propriétaire de la Porsche. Il l'a pas juste garé pour gagner sa vie. Et cette scène est assez extraordinaire. J'aime beaucoup cette scène. Et dans les autres lieux, alors, le Liban peut-être, où vous avez vécu? Après, on a vécu au Liban. Mon père travaillait pour une société internationale, donc il était en poste au Liban et il essaimait dans toute la région du Moyen-Orient, du Golfe. Il n'arrêtait pas de prendre des avions. C'est peut-être pour ça qu'après, j'ai essayé de faire un peu la même chose. C'est une période qu'il a adorée. Et on a vécu au Liban au début des années 70 jusqu'au début de la guerre civile. La montée des périls, la montée des tensions, ça date de 72, 73, 74. On date la guerre civile au Liban de 75, mais les échauffourées, les tensions communautaires, notamment entre l'armée libanaise et les Palestiniens, les mouvements palestiniens ont commencé dès 72, 73. Donc j'ai vu ce pays de cocagne, on appelait ça la Suisse du Proche-Orient. C'était magnifique. J'ai adoré ce pays. Je l'adore toujours. J'y ai été plusieurs fois en tant que journaliste, aussi en tant qu'humanitaire d'ailleurs. Mais j'ai vu ce pays basculer dans la guerre. Et donc évidemment, j'ai lu les journaux très jeune. J'avais 12, 13 ans, etc. Je dévorais l'Orient le jour. D'ailleurs, à l'époque, je crois qu'il y avait encore l'Orient et le jour. C'était avant la fusion entre les deux journaux. Ce journal qui existe toujours d'ailleurs. Et voilà. Et donc, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait que ce pays basculait dans la guerre. Et donc, ça m'a donné envie de faire du journalisme. J'avais une espèce de fascination pour
j'allais dire pour la violence, en tout cas enfin voilà, parce que je voyais cette violence autour de moi, des manifestations souvent violentes. Quand j'allais au lycée, je tombais sur voilà des scènes difficiles. Je me souviens de notre cuisinière à Beyrouth qui avait été arrêtée à un barrage et qui était arrivée toute tremblante à la maison avant que je parte à l'école. Et voilà, on avait, comme elle était chrétienne, on l'avait un peu bousculée et elle avait eu très peur à un barrage. On commençait à contrôler l'identité et puis sur les cartes d'identité à l'époque, il y avait musulmans, chrétiens, etc. Je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, c'était le cas à l'époque. Donc on sentait se monter ces tensions intracommunautaires. Quand on parle justement de libanisation pour la France, parfois c'est évoqué, ça vous semble pertinent? Vous pensez qu'il y a un risque de montée des tensions, montée des périls, comme ce que vous avez senti peut-être dans les années 70 au Liban? De partition, oui, forcément, oui, bien sûr. Mais après, rapprocher notre situation de la situation libanaise, c'est un peu difficile parce que le Liban a aussi été victime de la guerre israélo-palestinienne, de la volonté de la Syrie de mettre la main à la fois sur le Liban, mais aussi sur le mouvement palestinien. Enfin, il y a eu plein d'enjeux, plein de choses qui sont venues faire que cette guerre civile était plutôt une guerre livrée par des États étrangers sur le sol libanais aux dépens des Libanais. C'est pas encore notre cas. Mais c'est vrai que il y a des territoires perdus de la République. Enfin, c'est un livre qui est paru il y a plus d'une quinzaine d'années, je crois déjà, et qui sonnait le tocsin. Personne n'a voulu l'entendre. Enfin, une grande partie de la France n'a pas voulu l'entendre, notamment les politiques, les intellectuels, etc. On a même voulu condamner ces auteurs. Enfin, c'était assez lamentable. Oui, il y a une situation, François Hollande l'a dit, Gérard Collomb l'a dit au moment qu'il était à la place Beauvau, quand il était ministre de l'Intérieur. Nous sommes côte à côte, nous serons bientôt face à face. Voilà, quand un ministre de l'Intérieur, en plus socialiste, il a été au PS, Gérard Collomb, maire de Lyon, etc., a dit une chose pareille. Enfin, voilà, et puis il y a des rapports parlementaires qui le disent depuis 15-20 ans. La montée de l'intégrisme, de l'extrémisme, etc. Et ce qui est un peu scandaleux, en fait, c'est que c'est une idéologie, c'est pas le dévoiement d'une religion, c'est une véritable idéologie et dont les prêcheurs et les messages sont écrits, financés par des puissances étrangères, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Il se trouve qu'il y a 5 ans, j'ai fait un dossier tabou là-dessus. C'était le premier numéro d'une série de dossiers tabou à Sevran, sur justement. M6. C'était l'émission à Sevran? Oui, Non, alors c'est marrant parce que c'est cet incident de Sevran qui est resté dans la tête des gens. Mais en fait, ce que voulait dire le documentaire et ce qu'il démontrait était beaucoup plus grave et beaucoup plus pertinent que cet incident de Sevran qui fait qu'on pensait que c'était un sujet sur la banlieue. C'est pas un sujet sur la banlieue, c'était un sujet sur l'islamisme en France. Et la manière dont on faisait croire qu'il y avait un islam en France, l'islam en France, la République en échec. Ouais, voilà, et cet islam en France est un islam, en fait, qui est véhiculé, financé, organisé par des puissances étrangères sur le territoire français. Et donc, il y a des luttes entre les fédérations, des musulmans tunisiens, marocains, turcs, mais aussi, évidemment, l'influence de l'Arabie Saoudite avec ses cheikhs, le Qatar, etc. Et donc, il y a une espèce de concurrence entre ces différentes communautés musulmanes en France avec des attaches à l'étranger. Et c'est à celui qui sera le plus islamiste. Et donc, c'est évidemment très regrettable. Et c'est ce qu'on dénonçait, c'est-à-dire qu'on appelait de nos voeux l'existence d'un vrai islam de France, qui est possible. Parce qu'il y a la très grande majorité des musulmans en France pratiquent leur religion de manière extrêmement paisible et ont fait dans leur tête la différence entre le spirituel et le temporel, évidemment, bien sûr. Et pourquoi l'État n'a pas le courage de s'attaquer justement à ceux qui, eux, ont une allégeance étrangère ou qui ont une vision de l'islam radicale? Je vous rappelle qu'il y a pas mal de présidents de la République qui ont eu des relations privilégiées avec le Qatar, notamment, avec l'Arabie Saoudite. On a aussi une dette publique très importante qui est financée sur le marché international, notamment par les Chinois, par les Saoudiens, par les Qataris, qui possèdent une partie de notre dette. Donc, je pense que ça contrevient et ça abîme un peu notre souveraineté.
Livre Noir, c'est votre média. Une formule élégante qui, en 3 mois, grâce à votre soutien, a diffusé près d'une trentaine de portraits intimes et originaux. Et cela sans autre moyen que notre passion. Nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en lançant une web TV. Pourquoi ? Pour être la grande peur des bien-pensants. Pour continuer notre travail en cas de censure YouTube et pour vous offrir d'autres formats inédits, documentaires, débats, reportages. Alors si vous appréciez Livre Noir, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à nous envoyer vos dons. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà. Il me semble, pendant ce fameux extrait de votre reportage à Sevran, il me semble que vous dites quelque chose comme j'ai travaillé dans des pays en guerre et jamais personne ne m'a empêché de faire mon travail comme vous le faites. Oui, C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je dis souvent que c'est peut-être en France que parfois j'ai eu le plus de mal à travailler. J'ai été chassé du port du Havre par la CGT de Caire. Parce qu'il se trouvait que il trouvait que je posais pas des questions pertinentes. Et c'est incroyable parce que j'ai voulu travailler sur le port du Havre et il a fallu passer sous les fourches codines. Les autorités portuaires étaient d'accord, mais elles m'ont obligé à passer sous les fourches codines de la CGT Docker qui m'a reçu, qui m'a donné les petits blousons, fluo pour pouvoir tourner sur le port, etc. Et les gars, en fait, me surveillaient. Et j'ai vu passer un armateur de la CMA-CGM à qui j'ai posé quelques questions qui ont déplu à mes gardes-chiourmes de la CGT. Et ils m'ont demandé de quitter la zone. Invraisemblable. Et Sevran, oui, c'est la même chose, mais on cherchait pas. En fait, on voulait juste faire un reportage et interviewer un imam qui possédait le local de ce qu'on appelait la mosquée des radars à Sevran, où une quinzaine de jeunes, notamment, ont été endoctrinés. Et il se trouve que la plupart d'entre eux sont morts sur le front en Syrie ou en Irak, en voulant rejoindre les rangs de Daesh. Et c'était important pour moi de faire l'interview devant cette fameuse mosquée des radars qui était depuis condamnée pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Lui, il s'était contenté de louer le local, enfin, soi-disant. Voilà. Et donc, on a tourné vers 11h midi. Et on nous avait dit, oui, si vous allez dans ce quartier, de toute façon, voilà, c'est une zone désaffectée. Ouais. Et les dealers dorment à 11h midi, les dealers dorment, vous n'avez pas de problème. Et en fait, non. Et très vite, on a été repérés et empêchés de tourner. Et voilà, oui, j'étais un peu agacé. Ouais. Ça me fait penser, vous parlez des dockers du Havre et effectivement de ce mélange de délinquance et d'islamisme. Est-ce que l'islamo-gauchisme, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, est un terme que vous trouvez valide ou est-ce que ça vous semble pas particulièrement pertinent ? Bien sûr que c'est un terme tout à fait valide. Oui, bien sûr, il existe depuis des années. J'ai même, il y avait un palestino-gauchisme à une certaine époque parce que, enfin bon. Cette attirance d'une certaine gauche pour la cause palestinienne, enfin qui peut avoir sa légitimité. Enfin voilà, encore une fois, j'ai même fait des sujets là-dessus où je prenais fait et cause pour la Palestine et pour la Cisjordanie, la manière dont les Israéliens ont créé des sortes de bantoustans et ont transformé la Cisjordanie en gruyère, en installant des colonies un peu partout et d'un cynisme assez révoltant. Voilà, mais je me souviens de quand j'étais jeune journaliste, notamment on suivait le conflit du Moyen-Orient et dans les années 80, il y avait après je crois que c'était la guerre, est-ce que c'était en 87 où il y a eu une intervention israélienne au Liban et puis il y a eu le Hezbollah qui s'est constitué et qui a conquis notamment l'ouest de Beyrouth et le sud de Beyrouth. Et je me souviens des dépêches de l'AFP, ça devait être en 86, 87, ouais. Et les journalistes de l'AFP parlaient des forces islamo-progressistes qui rentraient dans des Beyrouth-Ouest, alors que ces islamo-progressistes, le Hezbollah en l'occurrence, voilaient les femmes d'autorité, fermaient les discothèques, interdisaient l'alcool. Enfin voilà, ils étaient en train d'installer une société extrêmement normée et gouvernée par la charia.
Et on parlait d'islamo-progressisme. C'est quand même invraisemblable. Et comment expliquer cette fascination? Ça va d'une détestation de soi, une espèce d'autoflagellation occidentale, ou enfin voilà, comment vous expliquez cette fascination en fait de la gauche J'ai un peu de mal parce que je suis pas sûr que la haine de soi suffise à expliquer le phénomène. Enfin, moi, je me souviens d'avoir lu quand j'étais jeune Le sanglot de l'homme blanc de Pascal Bruckner. Oui, il y a une sorte d'autoflagellation en fait, ou de pénitence sans fin, de volonté de faire pénitence parce que il y a eu la période coloniale, parce que enfin, voilà. Et je pense que ça va assez loin. Enfin, moi-même, d'ailleurs, enfin, je me souviens qu'à l'école, quand on m'enseignait notamment la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation, Vichy, etc., voilà, il y avait... je me souviens que... enfin, j'en étais persuadé à l'époque, voilà, j'écoutais mes professeurs. La résistance avait été de gauche et la collaboration de droite. Et on se rend compte ensuite que, bah non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a un excellent livre sur le sujet, d'ailleurs, Philosémite d'avant-guerre, antisémite pendant la guerre, qui montre à quel point la collaboration, justement, a été irriguée par des personnalités de gauche, qui étaient très marquées à gauche avant 40. Bah, Doriot et Déa étaient de gauche. C'est une chambre socialiste qui a donné plein pouvoir à Pétain. Mais vous savez que même ça, sur les chaînes publiques, quand on évoque cette période, on l'efface, on ne le dit pas. Enfin, voilà, c'est un fait historique. C'est pas pour autant qu'il faut Avec une exception, il y a eu un documentaire sur Arte consacré justement à ce collaborationnisme de gauche. Et qui était très bien réalisé. J'ai oublié qui était aux commandes, mais effectivement, en dehors, c'est des propos qui sont... Et donc la vie politique française continue de souffrir de ça, en fait. Voilà, je suis de gauche, je suis un type bien, ben voilà, je suis un résistant. Et le mec de droite, c'est un pétainiste. Enfin bon, on vous colle facilement l'étiquette. Vous, on vous l'a collé dans votre vie en tant que journaliste? Non, pas du tout, parce qu'en plus, enfin bon, voilà, encore une fois, je suis à la fois de droite et de gauche. Je suis de gauche parce que je suis extrêmement droit-de-l'homiste. Je suis pour la dignité humaine. Je suis évidemment contre la peine de mort. Je suis pour le développement des libertés. Voilà, je peux être progressiste sur les questions de mœurs. Je suis anticapitaliste, entre guillemets, parce que je pense que le capitalisme est un système économique, mais ne peut pas être un système de valeurs et de pensée. Le capitalisme ne suffit pas. C'est un système économique brillantissime. Je suis pour, d'ailleurs. Mais si le capitalisme sans valeur, c'est à terme la mort du capitalisme. Et j'ai vu le capitalisme débridé, notamment dans les pays d'Amérique latine, etc., avec cette sécheresse du cœur de la part de certaines classes dirigeantes qui me révulsent. Voilà, cette incapacité à comprendre ce qui se passe autour de soi, etc. Cette manière de vivre en bulle dans les grandes mégalopoles, en Amérique latine, etc. Des riches sans se préoccuper des autres. Je généralise un peu, hein, évidemment. Il y a aussi des gens très bien. Mais on dit que le capitalisme sans entrave, c'est le trafic de drogue, par exemple. Oui, qui est une forme justement poussée, excessive, extrême du capitalisme. Vous avez suivi justement des trafiquants de drogue ou des... Ah bah, la drogue, on en a parlé souvent dans Enquête exclusive, parce que c'est un des malheurs du siècle dernier et de ce siècle. J'ai été notamment souvent au Mexique, en Colombie, etc. Mais la guerre contre la drogue, on ne l'a jamais vraiment déclarée. Moi, j'ai fait un bouquin là-dessus dans les années 90, où on démontrait qu'on nous disait déjà... C'est intéressant parce qu'à l'époque, c'était plutôt les libéraux, type Alain Madelin, qui disaient « on a perdu la guerre contre la drogue ». Il faut donc libéraliser. Enfin, c'est un sujet qui revient couramment sur le devant de la scène. Faut-il légaliser le cannabis, etc. Enfin, moi, je suis évidemment contre, parce que je pense que de toute façon, les gens qui ont choisi d'être dans l'illégalité, si la drogue n'en rapporte plus, ils sont dans le trafic d'êtres humains. Et puis, quelles sont les drogues qu'on va légaliser? Quel est le taux de THC du cannabis qu'on va légaliser? Et puis, va-t-on légaliser le cannabis pour les mineurs? Enfin, voilà, les trafiquants et les malfaiteurs auront tout loisir d'étendre leur business ou de trouver de nouveaux créneaux. Et donc, je pense que c'est une vue de l'esprit.
Alors, il y a le cynisme du capitalisme américain qui fait qu'on a légalisé en effet le cannabis. Mais j'ai été dans des États comme le Colorado. Vous allez à Denver, vous croisez des zombies en ville. Je pense que le cannabis, si vous légalisez le cannabis, vous allez créer une nouvelle partition au sein de la société. C'est-à-dire que vous allez mettre beaucoup plus de marginaux encore de côté. Parce que c'est très difficile de se sortir d'une dépendance au cannabis, notamment quand ça a commencé très très jeune. On a l'alcool. Il n'est pas question d'interdire l'alcool, mais on l'a légalisé, parfait. Mais on voit le prix que l'on paie pour ça, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'abus. Alors, vous êtes donc, vous avez un peu une vie d'expat, au sens où vous avez beaucoup été à l'étranger, vous avez beaucoup voyagé, et pourtant, contrairement justement à beaucoup de gens qui ont cette expérience de vie à l'étranger, vous semblez garder un vrai attachement à la France, à votre pays d'origine. Comment vous l'expliquez? Pourquoi vous avez gardé ces racines et pas beaucoup de ces gens qui se disent eux-mêmes nomades, qui n'ont plus de racines, qui sont apatrides, qui le revendiquent? Et comment vous avez fait pour garder ce lien à votre pays d'origine? Alors, c'était pas un exercice volontaire au départ. Je me rêvais nomade, je me rêvais citoyen du monde. Je pensais que j'appartenais à une génération qui allait devenir citoyen du monde, ayant beaucoup vécu à l'étranger, m'intéressant à ce qui se passait, à l'actualité internationale, à ce qui se passait à l'étranger, etc. Je trouvais que la France était un petit pays. Mais il se trouve que depuis que je parcours le monde, vous connaissez la formule de Talleyrand, c'est quand je m'examine, je me désole, et quand je me compare, je me console. Là, pour la France, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est vrai que je pratiquais aussi un peu l'autoflagellation, qui est un mal bien français sur, on est un ancien pays colonial, il y a plein de... on est un pays un peu vieux jeu, un peu très en retard sur beaucoup de choses, etc. J'avais, comme tout le monde, une certaine fascination pour les États-Unis aussi. Et donc, en parcourant le monde, je me suis aperçu que mon pays, finalement, était pas si raciste que ça, parce qu'il y avait des pays beaucoup, beaucoup plus racistes, et notamment en Afrique. Le racisme est une des choses les mieux partagées, malheureusement, en Afrique. En Afrique du Sud, à Madagascar, enfin en RDC. C'est tragique, d'ailleurs. C'est tragique parce que ça se termine par des affrontements et par des milliers de morts, etc. Donc, en matière de racisme... les Africains peuvent difficilement nous donner des leçons, parce que c'est assez terrible ce qui se passe dans ces pays. Alors, pour des raisons qui sont multiples, évidemment. Donc quand je reviens en France après ces voyages, notamment depuis 15 ans pour Enquête exclusive, je trouve que mon pays est pas si mal. Après, vous savez que le temps, les souvenirs d'enfance vous rattrapent. J'ai l'habitude de dire qu'entre 20 et 40 ans, on fait sa vie, quoi. Donc, on veut pas regarder dans le rétroviseur, on veut pas... on refuse de considérer que votre enfance a eu de l'importance pour vous. Enfin, on avance. Et puis, on est rattrapé par son enfance, par ses souvenirs. Enfin, et je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup sur la nostalgie, et il se trouve que j'ai une région dans laquelle j'ai passé des étés, qui est le Dauphiné, l'Isère, le département de l'Isère, et dans laquelle j'ai beaucoup de souvenirs, et donc j'ai beaucoup de bonheur à y retourner. C'est entre Vercors et Chartreuse, et c'est évidemment quelque chose qui a compté dans mon enfance, d'autant qu'il y a une ferme pas très loin de chez moi, et que je passais ma vie à la ferme, et donc j'ai eu la chance de connaître cette France, j'allais dire de Giono, parce qu'à l'époque on utilisait les chaux de trait pour tirer les charrettes, les tombereaux, pour il y avait même dans la grange près de chez moi un carrosse, un corbillard en bois tiré par les chevaux, et c'est avec ce corbillard qu'on emmenait à la gare, les défunts au cimetière. Pour aller à la gare, vous aviez une charrette? Pour aller à la gare, non. Non, tout de même. Parce que mon père me racontait qu'il a connu encore la calèche pour aller à la gare. Il y a de votre année. Non, quand même pas, non. Non, je suis né en 58, moi, donc il y avait déjà des voitures à me faire. Mais c'était encore l'époque, il y avait bien sûr les voitures, mais pour aller à la gare dans son petit village, c'était encore des charrettes qui y allaient, parce que c'était une région un peu
un peu à part. Vous racontez une très belle, une scène particulièrement émouvante dans L'homme qui marche. Elle se passe dans le Ladakh en 2014. Mmh. C'est à la frontière chinoise et vous voyez de loin une colonne de Mmh. réfugiés Mmh tibétains mh. qui marchent et à un moment, un garde, frontière chinois tire et vous voyez s'abattre là Mmh. et c'est la manière dont vous racontez est très belle et est-ce que vous n'avez pas été pris parfois dans votre carrière de dégoût vis-à-vis de ce principe du mort au kilomètre, c'est mort qu'on ignore? Parce que c'est ce que vous dites sur ce Mmh. sujet, c'est à l'époque, en gros, tout le monde s'en foutait. Mmh. On n'a même pas pu en faire un sujet d'actualité. Est-ce qu'il y a pas ce voilà, est-ce qu'il y a des moments dans votre carrière où vous vous êtes dit: «Mais à quoi ça sert? À quoi sert tout ça?» et un dégoût vis-à-vis du tout actu ou de Dégoût, je dirais pas, mais c'est vrai que ce qui a fondé un peu ma volonté, ma vocation de journaliste, c'était de me dire enfin moi je pensais que je faisais partie d'une génération, on m'a enseigné à l'école, évidemment l'Holocauste, la tragédie des 2 guerres mondiales et cetera, le génocide et je me disais: «Ah, on a touché le fond, on a le fond de l'horreur, de l'absurdité et jamais, jamais cela ne se reproduira quand même». Et le monde est interconnecté, interpénétré, enfin, à tirer les leçons de tout ça. Il y a une institution qui s'appelle l'ONU et qui va faire que jamais on ne reviendra en arrière, jamais plus on ne connaîtra ce genre de choses. Et puis il y a eu le génocide au Cambodge, commis par les Khmers rouges, et puis il y a eu le Rwanda dans les années 90, évidemment. Donc évidemment, ça a été un peu une déception. Je pensais que j'allais être enfin c'est la plume dans la plaie d'Albert Londres, quoi, le journaliste est celui qui met la plume dans la plaie. Et que le fait de faire savoir, le fait de communiquer, d'informer le monde, allait permettre aux gens de réaliser et d'avancer vers plus de démocratie, plus de liberté, plus de respect de l'autre, etc. C'est pas le cas malheureusement. L'histoire du monde est un cycle. C'est pas, comme je dis souvent, le progrès technique n'est pas indexé ou le progrès humain n'est pas indexé hélas sur le progrès technique. Et donc on est condamné à jouer les montagnes russes et à passer de cycle en cycle. En ce moment, je suis pas sûr qu'on soit en haut dans une phase d'euphorie et de bienveillance et de paix dans le monde, malheureusement. Enquête exclusive m'a permis quand même de faire en sorte de mettre le doigt et d'informer les téléspectateurs, tout ça évidemment grâce à M6, sur les malheurs du monde qui sont ignorés souvent par les grands médias. C'est vrai qu'il y a 4 numéros sur 5 d'enquête exclusive qui sont tournés à l'étranger. On a fait récemment un film sur l'Inde de Modi. On a fait notamment un film assez remarquable sur la manière dont des militants des droits de l'homme syriens ayant vécu en Syrie du temps de Daesh, aujourd'hui réfugiés en Europe, continuent de mener le combat contre leurs anciens bourreaux et de les dénoncer, parce que certains d'entre eux ont pu passer à travers les mailles du filet et venir en Europe et refaire une vie tranquille. Donc ce sont des bourreaux en liberté. Et on a suivi le combat de ces jeunes militants syriens très courageux, qui les pourchassent, qui les dénoncent, souvent vainement à la justice allemande, française ou autre. Donc oui, voilà, j'ai la chance d'être dans une émission où on fait passer un certain nombre de choses, de valeurs, et comme c'est une émission qui est très regardée par les jeunes, c'est un peu une fierté de toute mon équipe de pouvoir participer à tout ça et j'allais dire conscientiser, le mot est un peu dangereux, mais d'éveiller les jeunes à cette sensibilité, l'intérêt pour l'autre, l'intérêt pour ce qui se passe ailleurs. C'est vrai que moi je suis un peu agacé parfois par l'importance que prend la thématique du réchauffement climatique dans le débat. Il y a quand même aujourd'hui dans un monde où il y a 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas d'eau potable. Il y a 500 000 personnes par an qui meurent du paludisme. Il y a des centaines de milliers de personnes qui continuent de mourir du sida, notamment en Afrique. C'est une tragédie. On n'en parle pratiquement plus. Et la seule indignation du jour, c'est le réchauffement climatique. Alors c'est un peu commode parce que le réchauffement climatique, d'abord, ça sert un peu de fauner au mouvement anticapitaliste. Enfin, c'est au capitalisme qu'on fait le procès du capitalisme beaucoup plus que de la pollution. Parce que la pollution, si on voulait résoudre la pollution, c'est pas en développant
l'usage du vélo à Paris, mais c'est en faisant en sorte de convaincre les Américains, les Chinois, qui sont les premiers producteurs de CO2 au monde, de ralentir et de redevenir dans ce domaine un peu vertueux. Voilà, je dis beaucoup de choses à la fois, mais non, pardon. C'est l'intérêt de l'émission. Justement, comment vous expliquez que la lumière soit plus ou moins braquée sur tel ou tel drame, tel ou tel événement? Est-ce que c'est un choix des rédactions? Est-ce que c'est une sorte de mouvement de panurge où voilà, les journalistes vont tous... pourquoi, par exemple, la guerre au Yémen, personne n'en a parlé, ou très peu, enfin, bien sûr, certains l'ont fait, mais globalement, ça a été peu repris par l'actualité, et la guerre en Syrie, en revanche, ce qui est parfaitement normal, hein, mais voilà, la guerre au Yémen a été sous-traitée. Est-ce qu'il y a des raisons politiques? Est-ce que c'est des choix éditoriaux? Ou est-ce que c'est, j'allais dire, un peu de paresse de la part des journalistes? Il y a du panurgisme et de la paresse, oui, une espèce de flemme, c'est clair. Après, les journalistes, ils ont des rédacteurs en chef, une direction de l'information, et puis il y a surtout des gens qui sont à la tête de ces médias. Donc, je dirais pas qu'il y a pas de complot, il n'y a pas de volonté de masquer certaines choses et de mettre la lumière sur d'autres. Je pense qu'il y a un phénomène de panurgisme. Et puis, il y a aussi autre chose quand même, c'est que il y a certains sujets qui sont explosifs et qui font que souvent les rédactions ou les propriétaires de journaux ou les dirigeants des chaînes se disent voilà, on va peut-être en parler, mais le prix à payer est un peu cher. Je prends un exemple, c'est le conflit du Proche-Orient. Quoi que vous fassiez, de toute façon, vous êtes sûr que vous allez avoir sur le dos soit le CRIF, soit les mouvements qui défendent la cause palestinienne, etc. On vous accusera toujours d'être partisans, même si on renvoyait les belligérants dos à dos. On a fait notamment, il y a quelques années, un film sur la radicalisation des mouvements à la fois palestiniens et israéliens. Cette obsession de vouloir démontrer qu'on était là sur cette terre avant les autres, donc on fait des fouilles archéologiques un peu partout, etc. On dénonçait ça, et on voyait encore une fois, dos à dos les belligérants, et on a eu, voilà, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ça a été extrêmement violent. J'ai même reçu une lettre du CRIF à l'époque, m'accusant d'avoir alimenté l'antisémitisme en France, et c'était assez violent. Ouais. Et dans le même temps, d'ailleurs, j'ai été accusé à la fois d'être un sale islamophobe, parce que c'était quelque temps après le dossier tabou que j'avais fait sur l'islam, et d'être antisémite. Donc c'était un peu inconfortable. Et les attaques sont venues de gens qui étaient eux-mêmes idéologues, ou vous pensez ils sont sincères, ou c'est vraiment C'est compliqué de répondre à cette question. Enfin, il y a ce fameux débat sur l'antisionisme, l'antisémitisme. Je pense que l'antisionisme et l'antisémitisme, ce sont deux choses différentes. Malheureusement, aujourd'hui, elles ont tendance parfois à se rejoindre parce qu'on voit bien qu'il y a des mouvements antisionistes qui sont devenus carrément antisémites. Alors, je pensais plus encore à la question de l'islamophobie après Sevran. Ah, mais l'islamophobie... Ça au lieu d'être soutenu... Je me souviens de cet épisode, ça m'a marqué. Je m'attendais à ce que tout le monde vous soutienne. Et en fait, vous avez été attaqué par énormément de gens. C'est dingue. Enfin, ça paraît inconcevable. Comment vous expliquez ça? D'abord, il y avait un côté manipulation parce que ce que disait le documentaire par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, il dénonçait la montée de l'islamisme en France et la manière dont c'était instrumentalisé par des puissances étrangères sur notre sol. Et c'est un sujet qui reste complètement d'actualité qu'a évoqué Emmanuel Macron il y a quelques mois pour justifier sa loi sur le séparatisme, contre le séparatisme, bien évidemment. Donc il y avait volonté de s'attacher à ce petit épisode pour démonter et pour attirer l'attention sur cet aspect-là plutôt que sur le message essentiel du film qui était celui-là. Donc c'était de la manipulation ou de l'intoxication. Ensuite, il y avait un côté, effectivement, et un certain nombre de gens dans la presse de gauche qui trouvaient tout à fait invraisemblable qu'un garçon qui s'appelle Bernard de la Villardière puisse aller en banlieue interroger et soit bousculé par des loulous. Et il se disait, mais de quel droit est-il là? Et en fait, il se trouve aussi que dans cet extrait, je disais, je suis chez moi, pour protester en disant, mais laissez-moi tourner, je suis chez moi.
Et en fait, je répondais à une interjection, Oui, l'indienne qui dit à un cri de quelqu'un qui disait « Mais t'es vous pas êtes chez chez toi nous !» ici. Ah oui, Vous êtes chez nous, vous êtes chez Ouais. nous, que faites-vous là? Et alors, j'ai dit, mais je suis chez moi, enfin, voilà, parce que je suis aussi chez moi, je suis en France. Donc c'était une manière de répondre à ça. Et donc le je suis chez moi que j'exprimais a été interprété par certains comme mais pour qui se prend-il? Il va en L'arrogance, banlieue, l'arrogance, la provocation, la Villardière a provoqué l'incident, enfin bon bref. Et c'est vrai que sur le coup, je l'ai assez mal vécu parce que je suis journaliste et donc j'ai une vraie bienveillance à l'égard des gens de ma profession, quels qu'ils soient. Et cette manière de me désigner comme un bouc émissaire et de s'intéresser à cet incident pour brouiller l'essentiel du message, je la trouvais quand même d'une malhonnêteté intellectuelle terrible. Mais il y a beaucoup de malhonnêteté intellectuelle aussi, hélas, chez les journalistes, comme il y en a chez les avocats, chez les magistrats, chez les médecins. Enfin, voilà. On n'échappe pas malheureusement à la règle de l'espèce humaine. Alors, dans votre livre, il y a aussi un fil rouge qui est une forme de recherche spirituelle entre, vous évoquez un ashram à Calcutta, votre grand-mère qui est bouddhiste, je Mhm. crois, le couvent maronite, tout s'ouvre sur une scène chez les trappistes, dans la Grande Chartreuse, je crois. Bref, on a le sentiment que vous cherchez spirituellement. Est-ce que vous avez abouti depuis l'écriture de ce livre? Est-ce que vous êtes toujours en recherche spirituelle et comment ça se traduit aujourd'hui? Je me définis comme un agnostique, c'est-à-dire que je ne suis pas croyant, je ne suis évidemment pas pratiquant, mais en même temps, oui, la question de Dieu, la question de la spiritualité, de la mystique, beaucoup plus que Dieu, m'a toujours intéressé, passionné. Et j'ai mis de côté quand j'avais 14-15 ans, un peu bêtement, en me disant, bon, là, l'essentiel, sont mes études, sont mes lectures, voilà, faut que je prépare ma vie. Je mets Dieu de côté et puis je m'intéresserai à ça un peu plus tard. Et puis finalement, mon âme s'est un peu desséchée à force de... voilà, j'ai eu des crises mystiques quand j'étais adolescent, que je raconte un peu dans le livre d'ailleurs. Euh, mais je me suis éloigné en effet de la religion. Mais peut-être parce que je manque d'humilité. Et je pense que voilà, il faut accepter de se plier à des dogmes, se plier à des exercices religieux sans posséder complètement les tenants et les aboutissants. Et voilà, mais tous les chrétiens ou tous les grands mystiques ont été en proie au doute, quelles que soient les religions d'ailleurs. Enfin, beaucoup plus dans la religion chrétienne d'ailleurs, à mon avis. Parce que d'autres religions c'est le cas parfois de l'islam, je regrette d'ailleurs qu'on ne parle pas beaucoup plus de la mystique dans l'islam. Qui existe dans le courant soufi en particulier. Dans le courant soufi, Mais qui qui existait est en assez... Afrique Oui, et qui a été éliminé par le le raz-de-marée wahhabisme, salafiste, c'est par ça. le wahhabisme. Enfin, c'est quand même scandaleux. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on parle de la mystique de l'islam, parce que, enfin bon, voilà, on a tous lu le poète Omar Khayyam, et puis voilà, ces soufis turcs, sénégalais, etc. Ces traditions soufis qui sont d'une richesse exceptionnelle. Il faudrait faire un film là-dessus, mais voilà, si on voulait le faire, Encore une idée. on aurait un peu de mal à trouver les protagonistes, malheureusement. Donc oui, la question, enfin, je pense qu'il n'y a pas de vie sans mystique. Enfin, ma mystique à moi, c'est la fraternité humaine. J'ai été nourri de la lecture, comme beaucoup de gens de ma génération, de Camus, Romain Gary, Albert Camus, Romain Gary, Saint-Exupéry. Voilà, Saint-Exupéry, le pilote de guerre, c'est exceptionnel. Il y a une mystique dans cette littérature. Et c'est vrai que moi, ma mystique, c'est la mystique de la fraternité humaine. Et aujourd'hui, quand je vais à l'autre bout de la planète pour interviewer un Soudanais, un Chinois, un Népalais, récemment j'étais au Somaliland, ce pays reconnu par personne, au nord de la Somalie, cette bande de terre incroyable à laquelle j'ai pu accéder. Et à chaque fois, je rencontre des gens là-bas et ce qui m'intéresse, c'est de trouver le point commun, quoi. Et on le voit dans le regard, on voit tout de suite les gens qui sont accessibles, qui sont dans l'empathie. Et voilà, quelles que soient nos différences de culture, de religion, d'histoire, de destin, etc., il y a toujours un moment où tomber sur le dénominateur commun. Enfin, c'est pas toujours le cas, hélas, parce qu'il y a certains, on sent qu'ils ont envie de vous égorger ou de vous assassiner. Mais donc, dans ces cas-là, il ne faut pas rester trop longtemps.
Mais voilà, ce qui m'intéresse aussi dans cette émission Enquête exclusive, c'est d'aller au-delà de la Terre et de trouver le petit dénominateur commun que nous avons, que je peux avoir en tant que petit Français avec ces hommes et ces femmes dont j'apprécie, j'admire l'esprit de résilience, la volonté de se battre, la volonté de s'engager, de continuer d'améliorer leur vie et celle des autres. Vous le disiez, vous êtes né en 1958. Est-ce que vous avez le sentiment parfois, je parle du cas français et occidental, disons, que votre génération, pas vous en tant que personne, mais que votre génération a failli? C'est-à-dire a hérité d'un monde en pleine croissance, avec des dynamiques incroyables, avec justement ce regard sur le monde que vous racontez, qui est très optimiste et qui était plein d'espoir, et finalement va peut-être laisser à ses enfants un monde où les gens sont l'un contre l'autre, avec des tensions, des problèmes écologiques, des problèmes de toutes sortes. Est-ce que ça vous parle quand vous voyez des conflits de génération aujourd'hui qui ressortent? Non, parce que je pense que, non, ce serait un résumé un peu simple. La vie de l'histoire de l'humanité, ce sont des cycles, encore une fois, et qui échappent à leurs protagonistes au fil des périodes. Voilà, non, je ne dirais pas qu'il y a une responsabilité de ma génération, même si quand j'étais jeune, je me souviens que en fait, on a été un peu la bof génération, c'est-à-dire qu'après 68, Solzhenitsyn, il y avait le rêve communiste, encore dans les années 50-60, 70, puis Solzhenitsyn en 74-75, avec ses livres, et grâce à Bernard Pivot, d'ailleurs, Apostrophe, je me souviens, je regardais Apostrophe, et j'ai lu Solzhenitsyn, ce qui m'a toujours empêché d'être très belle émission, d'être communiste, évidemment, même si j'étais très idéaliste et que je trouvais que l'idéal de fraternité, d'égalité entre les hommes était un bel idéal. Mais évidemment, il a été perverti. Donc, oui, je reprochais aux gens de ma génération de ne pas être assez engagés dans la vie publique, dans la vie politique, dans la vie militante. D'ailleurs, moi, contrairement à d'autres, j'ai choisi très vite d'être engagé, notamment dans l'humanitaire, et j'ai servi auprès de grandes organisations. J'ai été président de Solidarité Internationale dans les années 2000. J'ai mené plusieurs missions à l'étranger dans un cadre humanitaire. Je me souviens d'ailleurs d'une mission où je raconte dans le livre où j'ai apporté des médicaments au Liban dans les années 80 avec un ami, Philippe Gauthier. Quand même dans les années 70, il y avait le sans-frontiérisme, Bernard Kouchner, MSF, Médecins du Monde, etc. Cette volonté de tendre la main, cette volonté de fraternité à travers le monde, de faire en sorte de combler le fossé entre le Nord et le Sud. Mais est-ce que justement ça n'a pas été contre-productif finalement? Non, parce que quand même malgré tout, le monde progresse. Chaque année, la famine dans le monde recule. Il y a de moins en moins de pauvres. La pauvreté recule dans le monde. Mais alors après, il y a aussi des tragédies. Il y a aussi des peuples et des pays qui s'enfoncent. Je pense au Venezuela, notamment. Voilà. Mais de manière générale, le monde, la condition humaine progresse, même si, encore une fois, il y a un bon nombre de tragédies à dénoncer. Vous évoquez dans votre livre également le roman de Michel Houellebecq, Soumission. Est-ce que vous pensez, il était sorti juste avant, bien sûr, les attentats abominables de Charlie Hebdo. Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers ce scénario? Vous évoquez la partition tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un autre scénario, j'allais dire, de soumission, de remplacement, d'effacement finalement de l'Occident? Je pense pas, parce qu'il y a un moment où, il y aura une volonté de réagir quand même malgré tout. Les peuples ne se laissent pas mourir, les civilisations sont évidemment mortelles, mais elles réagissent. Donc je veux croire qu'en effet il y aura une réaction, et que même l'islamisme, cette mode du voile islamique, le hijab, etc., que portent les femmes aujourd'hui c'est un voile évidemment très politique, contrairement à ce qu'on pense.
Mais peut-être que ces jeunes femmes, moi je me souviens de Ni pute ni soumise, du combat des beurettes dans les années 80-90, qui se battaient contre le mariage forcé, qui existe toujours, hélas, contre la volonté dans leur communauté d'exclure les femmes ou de les laisser à la maison, etc. Cette volonté d'émancipation qu'avaient ces beurettes qui portaient haut la flamme des valeurs républicaines et de la laïcité. Malheureusement, cette génération-là, aujourd'hui, elle a plutôt 40 ou 50 ans. Et les jeunes, elles, se laissent fasciner, de gré ou de force d'ailleurs, par cette idéologie islamiste. Mais bon, peut-être que finalement, si on continue de tendre la main, de leur parler, de dire les choses, à un moment ou à un autre, le phénomène de mode va disparaître et qu'elles vont rebasculer vers des valeurs plus positives et plus émancipatrice, parce que je pense qu'il n'y aura pas d'issue pour elle de toute façon. Et on le voit bien d'ailleurs dans certains quartiers, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'islamisme ? C'est une volonté de contrôler une société, et de contrôler notamment le corps des femmes, pour parler du voile. Alors on dit, ah mais il y a le voile des bonnes sœurs. Les bonnes sœurs, le voile des bonnes sœurs, c'est une soumission à Dieu. La soumission... Qui est choisi et qui met 10 ans d'ailleurs de réflexion, Oui, 10 ans de réflexion avant avant de le porter. Oui. Alors que le voile que porte une femme musulmane, c'est un signe de soumission à l'homme. Enfin, il suffit de lire le Coran pour le comprendre. Alors, on va parler de toute autre chose, d'un autre de vos projets, donc plus d'enquête exclusive. Vous êtes président de Néo. Est-ce que vous pouvez nous dire à ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent peut-être pas encore cette chaîne, que je recommande vivement, parce que c'est un très beau format. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, pourquoi le projet vous a plu ? Alors, Néo, c'est une plateforme de contenu vidéo qui est diffusée, des contenus vidéo qui sont diffusés à raison de 4 par jour, des vidéos de 2 minutes et demie, 3 minutes à 6, 7, 8 minutes, qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok aussi, avec la volonté de parler de la France de manière positive et de mettre en valeur la culture française, le savoir-faire français, l'énergie française, la volonté de créer, de défendre une civilisation, de défendre des valeurs de fraternité, d'égalité, d'émancipation, de diversité. Parce que vous savez, on nous sert beaucoup la religion de la diversité aujourd'hui, mais la diversité est au cœur des territoires, est au cœur de la France. La France est un pays très divers. On n'a pas besoin de recevoir des leçons de diversité en disant « Ah non, mais il y a la diversité de peau, il y a la diversité d'orientation sexuelle. » Tout ça, c'est un peu vain et voilà, ça passe au second plan. Ce qui est intéressant, c'est la diversité des territoires et de mettre en valeur, en tout cas, encore une fois, les hommes et les femmes de ces territoires qui font vivre la France d'aujourd'hui dans toute sa diversité, encore une fois. J'en ai ras-le-bol de cette espèce de propagande de la fausse diversité où on nous sermonne toute la journée en disant non mais la France n'est pas un pays assez divers, mais non, pas du tout, au contraire, on est un pays extrêmement riche et d'une grande diversité. J'ai coutume de dire que j'avais lu Claude Duneton, un livre qui s'appelait Le Testament, c'était le Monument. Et il y a quelques années, Claude Duneton est mort il y a quelques années malheureusement, mais avant de mourir il avait écrit un livre qui s'appelait Le Monument, où il s'intéressait aux monuments morts de son village. Et il m'a raconté, je me souviens, je l'avais interviewé, je voulais faire un film à ce propos, qu'il avait découvert que les combattants lors de la guerre de 14-18, les fameux poilus, pour la plupart ne parlaient pas français. Ils parlaient le patois de leur village. Eh bien, ça ne les empêchait pas de se battre pour la France. Et donc, encore une fois, nous sommes dans un pays très divers. D'ailleurs, j'ai rencontré l'autre jour quelqu'un qui essaye une association qui s'appelle Canto et qui essaye d'aller à la rencontre et d'exhumer les vieilles chansons populaires des territoires en France. Et on va sans doute faire un Néo là-dessus. Alors Néo, cette idée m'est venue avec mes associés à l'époque, Stéphane Simon, qui a été producteur de Thierry Ardisson pendant longtemps, Samy Biazoni, Henri Gestas, Louis Perrin. Et tous les 4 et 5, on avait cette prémonition et on a mis nos forces en commun pour créer Néo. Ça a été ralenti par la crise du Covid. On devait le lancer au printemps 2020.
Et on a bien fait d'attendre parce qu'en fait, toutes ces valeurs de proximité, de savoir-faire français, etc., de fierté française, parce qu'enfin, aujourd'hui, à droite comme à gauche, on ose enfin prononcer le mot de fierté. Oui, on peut être fier de son pays, on peut être fier de son histoire et de sa culture sans être tout d'un coup taxé de fascisme ou d'être partisan d'extrême droite, etc. Souvenez-vous d'ailleurs de Libération qui avait le destin fabuleux d'Amélie Poulain. De Genet, Libération avait trouvé que c'était un film pétainiste. Non, mais c'est dire un peu le délire dans lequel on a pu tomber de temps en temps. Donc, toutes ces valeurs de proximité, et puis à travers la crise du Covid, tous les Français ont découvert qu'ils étaient rattachés à un territoire. Voilà, on est tombé au bon moment. Je veux dire que c'était un bon créneau pour lancer Néo. Et c'est un vrai succès parce qu'on a d'ores et déjà des dizaines de milliers d'abonnés, plus de 150 000, et puis beaucoup des centaines de millions de vues. 1 million de vues chaque jour, en moyenne. Oui. Donc, Est-ce qu'il y a c'est un joli succès. un reportage c'est aussi bien sur des personnes, sur j'allais dire des savoir-faire, des paysages, aussi des rappels historiques. Qu'est-ce qui a, je sais pas, une vidéo qui vous a marqué ou une personne qui vous a ému, que vous avez découvert à travers Néo? Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait avec Sophie Naoum sur les derniers, où elle est allée à la rencontre des survivants de l'Holocauste. Ah, je l'ai pas vu. Et c'était une très jolie vidéo parce que elle rentre chez ces personnes âgées, évidemment, et qui ressortent leurs souvenirs des camps et qui racontent leur parcours de vie et qui sont d'une sérénité, d'une gentillesse, et qui parlent de ce qu'ils ont vécu et de leur enfance avec beaucoup à la fois de modestie, de grâce. Voilà, c'est un bel exercice et une belle démonstration de résilience. Voilà, après, bon, il y a des vidéos, on essaie de mettre aussi en valeur mettre en lumière les valeurs d'assimilation. On a fait une interview de Claire Koch, On a reçu cette ici. jeune d'origine turque, Ouais, qui... Je vous recommande d'ailleurs, pardon, vraiment, Claire Koch est quelqu'un d'extrêmement émouvante et son parcours est incroyable. Je vous incite à voir la vidéo de Néo, la nôtre aussi, celle de Livre Noir, mais vraiment, c'est une personne à suivre. Après, on a fait une collection une série sur les collectionneurs avec Le Bon Coin. Ouais, qui a très bien fonctionné, celle-ci. Voilà, et qui fonctionne bien. Ouais. Voilà, parce que vous savez qu'on fonctionne, notre modèle économique, c'est le brand content, c'est-à-dire qu'il y a du contenu qui est financé par les marques et que l'on coproduit avec elles, que l'on imagine et que l'on coproduit avec elles, mais qui fait sens. Enfin, cette série sur les collectionneurs, c'est une très belle série sur les Français tels qu'ils vivent, tels qu'ils sont. C'est ainsi que les hommes vivent. Je sais plus quel était l'auteur de ce livre. Est-ce que c'est Romain Rolland C'est ainsi que les hommes vivent. Et c'est la base de mon métier. Voilà, je vais à l'autre bout du monde. Et c'est ainsi que les hommes vivent. Et en France, voilà, laissez tomber vos grilles de lecture idéologiques. Regardez comment les gens vivent et arrêtez de juger. Il y a une chose que mes parents m'ont appris, c'est de se méfier de ses propres jugements et de ses propres préjugés. Et quand on a vécu au Liban, en Italie, enfant, un peu en Argentine, etc., j'ai jamais entendu mes parents émettre un avis ou une critique quelconque à l'égard des gens ou des pays qui nous recevaient. Ils essayaient de comprendre pourquoi les gens agissaient, avaient des comportements différents du nôtre. Et l'intérêt, c'est d'essayer de comprendre ce qui nourrit ces comportements, d'où ils viennent. Et pourquoi? Enfin, moi, j'ai eu la chance de vivre au Maroc, j'ai eu la chance de vivre à La Réunion, département français. Réunion, c'est merveilleux. Et La Réunion est une des rares sociétés multiculturelles qui fonctionne. Qui n'est pas multiconflictuelle. Ouais. Et qui n'est pas conflictuelle. Mais parce que la France est là. Alors, j'aime beaucoup La Réunion, c'est merveilleuse. Ouais. Mais parce qu'effectivement, il y a un creuset commun, il y a ce projet qui est le projet de la France finalement, avec des infrastructures d'ailleurs de très belle qualité. Et effectivement, c'est des populations qui viennent de partout, les Sinois, les Malbars, les Cafres, bien sûr, les Arabes. Exactement, les Arabes avec un Z. Ouais, avec un Z. Et ouais,
enfin, moi, c'est comme vous le dites, je pense que c'est peut-être un des rares exemples de société multiculturelle Qui qui fonctionne. fonctionne. Ouais. Parce qu'il y a cette envie de vivre ensemble aussi, Ouais, et puis il y a quelque part. ce creuset Ouais. commun qui est les valeurs, sont les valeurs de la D'ailleurs, République, les valeurs de la France. l'islam radical là-bas est Mmh. très mal vu. Ouais. Et il n'y a pas de sujet sur le Burkini ou sur, Mmh. enfin, les radicalisés sont, Mmh. par les musulmans d'ailleurs réunionnais, heu, chassés, enfin très, très mal Ouais. considérés, hein. Mmh. Il y a pas de doute là-dessus. Est-ce que il y a un moment où vous vous souvenez, mais très rapidement, mais où la France vous a particulièrement manqué quand vous étiez à l'étranger? Un moment où vous vous êtes dit: «Ah ben, en fait, oui, je suis français». Est-ce que c'était lié, j'en sais rien, peut-être à la nourriture, un paysage, une odeur, Souvent la France me manque. Souvent, je pense à la France. Notamment quand je vais au Mali, quand je vais au Tchad, quand je vais en Afghanistan, et cetera. Je pense à la France parce que je me dis si, je me fais enlever, je sais qu'il y a des gens qui vont risquer leur vie pour essayer de me libérer. Et donc souvent je pense: «Je suis français». Je suis un journaliste indépendant, enfin, qui essaye d'agir en toute indépendance, qui prend parfois des risques, voilà. Mais en même temps, j'ai toujours une petite lumière dans le crâne qui me dit: «Bon, attention, parce que si tu prends des risques, OK, super, mais d'abord, ta famille risque de le payer cher, c'est elle qui va souffrir beaucoup plus que toi et puis, deuxièmement, voilà, tu es citoyen d'un pays qui va tout faire pour te libérer et des soldats prendront des risques pour te libérer, sans compter que je peux peser comme une arme diplomatique, dans des enjeux internationaux, et donc voilà, c'est ce qui aussi me contraint parfois dans mes déplacements et fait que il y a des risques que je renonce, à prendre. Après, oui, enfin, voilà, ne serait-ce que pour des questions de climat, il y a des pays qui sont des vraies fournaises. Et de temps en temps, je regrette la France. La liberté, la démocratie, ne sont pas des choses très bien partagées, contrairement à ce qu'on aurait pu penser il y a 30-40 ans. J'ai couvert la guerre du Golfe en 90-91 pour RTL. Et je me disais à l'époque, c'est formidable, les grandes démocraties du monde sont en train de libérer le Koweït, elles vont abattre Saddam Hussein à terme, et finalement la démocratie est un virus qui va gagner le monde tout naturellement. Les États-Unis, l'Occident, l'Europe, jouant les grands gendarmes du monde. Malheureusement, c'est pas le cas. c'était l'époque de la fin de l'histoire de Ouais, de Fukuyama et Fukuyama, voilà. ouais, il n'y a pas de fin d'histoire. Ouais. Et je dirais même que, à force de parcourir le monde, je me rends compte que on est pétri de certitudes, notamment le modèle démocratique. Le modèle démocratique peut être pour certains un modèle extrêmement violent. C'est-à-dire la démocratie, c'est vous avez 51% des votes, donc vous avez raison contre les 49% autres. Vous condamnez pratiquement au silence. En tout cas, j'ai raison, je suis majoritaire. Et vous voyez qu'en Afrique, notamment, mais aussi en Asie, il y a une culture du consensus, mais qui se défie du temps. En fait, voilà, on n'a pas du tout la même approche de la temporalité en Afrique, mais dans certains villages, on va attendre que tout le monde soit d'accord. L'Afghanistan, c'est la même chose. La grande assemblée des anciens dans le village, etc., pour décider de refaire une route, de percer un col, d'installer un mini barrage pour étendre les cultures, etc. Tout ça, on attend parfois des années que tout le monde soit d'accord, parce qu'on va pas faire violence à la minorité. Donc cette culture du consensus, finalement, peut-être que c'est le nec plus ultra de la civilisation. Là, il ne faut pas croire que la démocratie est le meilleur des modèles. Enfin, j'en suis convaincu pour mon pays, évidemment, bien sûr. Mais voilà, se balader dans le monde et aller ailleurs, rencontrer d'autres civilisations, d'autres manières de voir les choses, de vivre, de travailler, vous impose quand même un peu d'humilité et un esprit de relativité. Relativisons. C'est bientôt la fin de notre entretien. J'ai encore 2 questions. La première est un peu personnelle. Est-ce que l'homme que vous êtes est à la hauteur de l'homme que vous auriez aimé être à 20 ans, que vous auriez pu devenir? Est-ce que, finalement, à votre âge, avec tous les projets que vous avez réalisés, vous êtes fier de ce que vous avez fait? Ou est-ce que vous avez
J'aime les pas beaucoup regrets? le terme de fierté parce que mon père l'aimait pas et voilà, enfin je ne l'utilise que pour dire que je suis fier de mes enfants, ça oui, parce que c'est un vrai pouvoir cathartique. Mais voilà, enfin, heureusement, enfin, j'ai pu réaliser mes rêves d'enfant. Ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc mon rêve d'enfant, enfin moi j'ai été victime de mes lectures, d'excès de lecture, je me réfugiais dans les romans, d'autant que j'ai vécu de longues périodes en pension où j'étais assez malheureux parce que j'aimais pas le système carcéral de la pension, enfin je le vivais tel quel en tout cas comme un système carcéral et j'avais envie d'aller voir le monde et j'ai pu aller voir le monde, donc ça c'était formidable. Puis j'ai créé une petite famille avec 4 enfants dont 2 qui travaillent avec moi. Donc ça aussi, j'estime que c'est une satisfaction personnelle. Voilà, après, vous connaissez la formule. Je ne sais plus qui disait, avant 50 ans, on a envie de changer le monde, et après 50 ans, on se bat pour que le monde ne vous change pas. Donc j'essaye de rester sur cette ligne de crête et de ne devenir ni amer, ni gagné par la colère, etc. Souvent, j'ai été gouverné par la colère. J'essaye de m'apaiser là-dessus. Même si, encore une fois, l'injustice me met en colère. Il y a une chose aussi qui me met en colère et qui me met souvent en difficulté, c'est que je peux péter les plombs si on m'empêche de tourner, où que ce soit. Oui, ça, on a vu justement à ce rang. Et mes équipes se marrent parce que, ouais, effectivement, il faut que... J'ai appris à modérer mes élans et mes emportements, parce que souvent, ça nous mettait en difficulté, notamment à l'étranger. Et quand on m'empêche de tourner, je veux dire que je me mets dans une rage, ça me met dans une rage invraisemblable. Vous racontez quelques frictions aussi dans votre livre. Et puis pour terminer, mais justement, quel message d'espoir vous aimeriez transmettre à ceux qui nous écoutent dans un pays qui connaît des angoisses, des tensions? Qu'est-ce que vous avez à dire de beau? Plein de choses. Plein de choses. Le monde, rien n'est jamais. Enfin, vous connaissez la formule aussi. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force ni sa faiblesse. Mais voilà. Enfin, je pense que on est dans un cycle et qu'on est dans un carrefour, à un moment qui est compliqué pour le monde. Mais je pense que ce qui doit l'emporter, c'est évidemment c'est la dignité, c'est la conscience de la dignité, de l'unicité de la vie humaine. Et je pense que cette religion-là, qui est la mienne, pourra un jour gagner et remporter tous les suffrages et faire que le monde soit meilleur. Je me souviens d'avoir rencontré un jour au Kurdistan syrien un musulman qui nous abritait pour la nuit, et puis j'ai essayé d'engager la conversation, et donc de manière un peu malhabile, je lui dis: vous êtes musulman? Et il me regarde et il me dit: oui, mais on est surtout des humains. Et j'ai trouvé cette formule merveilleuse parce que j'ai essayé de le renvoyer à son identité. Il me disait: non mais nous sommes frères. Et j'ai trouvé ça très beau. Eh bien, merci Bernard de la Villardière d'avoir accepté cet entretien et de nous avoir parlé de votre parcours, de cette vie d'aventure que vous avez vécue. Et puis merci à vous tous qui nous écoutez. N'hésitez pas à continuer à partager cette vidéo, à vous abonner bien sûr, à parler de nous à votre famille, vos amis. Et puis surtout, je vous souhaite un très très bon dimanche à tous. Livre Noir, c'est votre média. Une formule élégante qui, en 3 mois, grâce à votre soutien, a diffusé près d'une 30aine de portraits intimes et originaux. Et cela sans autre moyen que notre passion. Nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en lançant une web TV. Pourquoi ? Pour être la grande peur des bien-pensants. Pour continuer notre travail en cas de censure YouTube et pour vous offrir d'autres formats inédits, documentaires, débats, reportages. Alors si vous appréciez Livre Noir, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à nous envoyer vos dons. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà.